streaming est lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors. J'espère que vous allez tous bien en ce 23 juillet, au beau milieu de l'été. On est ce soir avec Pierre Armand, l'une des stars de Ah, Hoop Culture. Et j'espère que vous regardez sur Instagram les trois informations essentielles, parce que c'est quand même un régal. Si vous êtes passé à côté de ça, moi à chaque fois j'avoue que je les attends impatiemment, surtout que maintenant il y a tout le temps une ref à Antoine Pimel, donc c'est quand même régalade. Salut c'est vrai que Abitonka, là, salut Kill Vicious. c'est vrai que là, il était Antoine qui est avec notre chère dame Ouais. au Cap d'Agde et on suit ses aventures. Alors, ceux qui m'ont demandé, oui, c'est bien un maillot de Richmond et pour ceux qui ont la ref, si vous avez vu Ted Lasso Ouais, la série Ted Lasso, ouais. avec le fameux, ce fameux logo Benter au milieu. Voilà. Bien galéré pour le trouver, je cherchais le vrai maillot, puis t'es bien content, c'est le truc que j'ai trouvé. T'as trouvé ça où, en boutique ou en ligne? En ligne sur Nike, ils avaient ressorti genre une journée pour le début de la saison 3, ils l'avaient ressorti. Apparemment, Sushi Maki ne comprend pas comment tu as pu t'endormir pendant un match de NHL. C'était quoi? C'était sur place? Ah oui, putain. Oui, putain, bien vu, bravo, hein. Sushi Mikey, super d'avoir retenu ça parce que je crois que c'est un des trucs dans les premiers épisodes de Culture. Et j'étais à Chicago United Center et j'étais allé tout content, tu sais, quand tu vas début novembre à Chicago et je me prends le lockout de 98. Ah oui. Donc ça remonte, hein. Et je me mange le lockout de 98, donc il n'y a rien à voir à part de la NFL, donc super, je vais voir les Bears. Et il y avait un match des Blackhawks. Seulement, si vous êtes déjà allé à Chicago, il fait froid, quoi. Et en novembre, il fait froid. Et quand vous allez aux États-Unis, vous marchez beaucoup. Et il faisait froid, et dans l'United Center, il faisait chaud. On était bien là. En plus, c'était des places pas. C'était les prix de la NHL, c'est rien du tout par rapport à la NBA. Donc on était, tu sais, dans l'anneau du milieu avec les serveurs qui viennent te demander si tu as besoin d'un truc, qui t'amènent, tu as de la place pour les gens. Bon, mec, je me suis endormi mais en 20 minutes. J'ai dormi comme un loir. J'ai dû être réveillé par une bagarre sur la glace. C'est tout ce qui m'a flingué. Mais voilà, je suis désolé. C'était pas que ça ne m'intéressait pas ou quoi que ce soit. C'était vraiment une sorte de bien-être tellement j'étais bien installé. Et c'est vrai que par contre, j'étais peut-être un peu haut et ça va quand même très 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 vite, quoi. Ça va vite, Là, hein. tu vois pas grand chose, ouais, ouais, contrairement à la télévision où c'est ultra bien filmé. Là, tu vois pas grand chose. Mais bon. Ouais, mais ça reste. Enfin, j'ai trouvé que c'était spectaculaire, que ça allait vite quand même. Tu te rends compte du niveau de patinage des mecs aussi, quand même, qui est assez incroyable. Et Ah oui, oui. moi, j'ai bien aimé. J'avais vu un. C'était quoi? Un Highlanders contre. C'est quoi l'équipe de Phoenix déjà? Je suis nul en NHL, hein. Coyote? Hein. Ça Et me paraît trop, Sushi, c'est trop facile. Sushi, on a besoin de toi. Maki va nous dire qui c'est. Voilà. Mais sinon, non, j'ai failli m'endormir une fois. Mais c'était un match de foot. C'était un France-Uruguay 0-0. J'étais fatigué. C'était l'équipe de France et c'est 0-0 classique il y a peut-être 10-15 ans. Voilà. Déjà. Déjà. Euh, les Coyotes, apparemment. Mais voilà. Les Coyotes de l'Arizona. Voilà, pas de Phoenix. Je dis Phoenix, mais. Et, ouais, c'était un match entre les New York Islanders et les Coyotes de l'Arizona. Voilà. C'est le seul que j'ai vu Les, de ma vie. co- les Coyotes de l'Arizona. On serait dans un Lucky Luke, tu sais, Eh l'héritage de oui. Rantanplan. Eh ouais. Parlons un peu de basket quand même. Alors déjà pour tout à l'heure, je vous ai préparé, je sais que vous avez bien aimé, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, le petit quiz NBA Draft 2013. Théo a apprécié aussi, il s'est pas senti trop bête. J'en referai un après, on testera un peu Pierre Armand et vous autres, évidemment. Oh, Non mais tu verras, oh. non mais c'est à la fois simple et compliqué parce que je dirais par exemple voilà, quel joueur de la QV 2014 a, et puis il y a une anecdote sur lui, un truc parfois totalement improbable, un truc parfois totalement simple. Donc tu verras. Sur 2014 en plus. Je l'aime bien celle-là. Salut à ceux qui nous rejoignent. E-Street Greg, Maestro Zengali. Les Galets de Marseille, ça ferait un bon nom de hockey team. C'est quoi? C'est les Spartiates à Marseille maintenant? Ouais, c'est les Spartiates qui sont à bon niveau et ça marche super fort, aussi curieux que ça puisse paraître, comme quoi il y a de la place pour autre chose que. Et c'était peut-être
le moyen de dire qu'on peut faire autre chose que du foot, tu vois, et qu'il y ait de la place pour autre chose. Ouais, ils ont Où est passé capté Pim? Il est au Cap d'Agde. On te l'a dit déjà, au Cap d'Agde avec la dame. Non, avec la dame. il est en vacances. Antoine est en vacances dans un lieu que l'on non identifié, que l'on ne citera pas, pour éviter qu'une horde de fans, de groupies notamment, viennent le déranger sur son lieu de villégiature, qui n'est pas le Cap d'Agde, malgré ce qu'on essaie de nous faire croire. Mais en tout cas, il a apprécié la référence quand même, hein. Donc il participe pas à la cérémonie d'ouverture, donc ça veut dire il sera pas relayeur de la Non, flamme. non, il sera pas. Ils lui ont proposé, mais Antoine étant quelqu'un de très humble, non, il a pas voulu éclipser les Teddy Riner et autres, et donc voilà, il préférait prendre du recul. C'est tout, Antoine, ça, de toute façon. Voilà. Je veux bien qu'on m'explique le rapport entre Sparte et Massilia. Moi, je crois que c'est juste Spartiate, c'est un côté combattant, fight, que les créateurs de l'équipe ont dû bien aimer, hein. Tout n'est pas. Enfin, faut pas, c'est pas forcément parce qu'une équipe s'appelle les Coyotes qu'il y a des Coyotes. Que bon, là, dans l'Arizona, il y en a, mais bon, peut-être pas, il n'y a pas de Spartiate à Marseille, quoi. Exactement. Je saurais pas dire. Essentiellement parce que je me suis jamais posé la question et que je m'en cogne un peu de Spartiate. Mais j'irai chercher. C'est intéressant. C'est toujours sympa de savoir pourquoi. On te dira ça, maestro. Le Marseille Pastaga, ça sonnait pourtant bien. Attention, on commence à rentrer dans les clichés là, on va se fâcher quand même, attention, hein. Très bien, avant qu'on bifurque tout à l'heure vers ce petit quiz sympathique, on parlait un peu de basket. L'actualité, c'est quand même les Jeux Olympiques, ça arrive. Ouais. Qu'est-ce que t'as regardé un peu les matchs de prépa ou toi t'es un mec de compète et tu veux regarder que la compète? Non, j'ai regardé les matchs de prépa parce que comme on s'emmerde un peu, là, il y a plus rien à regarder. Donc on est content de regarder tout ce qui arrive. Donc ouais, j'ai regardé et j'ai... Bon, je pense que vous avez, avec Théo, tout dit dans vos CQFR, mais c'est vrai que j'ai ce désagréable arrière-goût de la dernière Coupe du Monde qui revient. C'est-à-dire, je vois pas un gap passer, quoi. C'est terrible. Cette incapacité à. J'ai l'impression de voir l'équipe de France de foot, en fait, dans le sens où on défend comme on peut défendre très fort et qu'après on n'arrive pas à mettre un panier simple. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de jeu de transition. Mais c'est l'impression que j'ai. Alors après, le match contre l'Australie est meilleur, hein, c'est vrai. Vous en avez discuté et j'en conviens. Quand même, à part cette dernière action qui m'a rendu fou. Ah, tout le monde, hein, je crois, hein, c'est. Avec dans le dos de Colo, je l'ai appelé dans le dos de Colo parce que ça m'a tellement énervé de se faire pour que lui se fasse avoir comme ça. Ouais. Mais bon, après, tu l'as dit, c'est un match de prépa, on verra bien ce qui va sortir. De toute façon, tout le monde est en galère en prépa, on a l'impression. Il n'y a pas une équipe qui marche sur tout le monde, à part dans le tournoi féminin peut-être, mais chez les garçons, il n'y a personne qui marche sur tout le monde, hein. Non, mais bon, après, moi je reste persuadé que Team USA, peut-être pas marchera sur tout le monde, Oui, parce que là on les a vus que parfois un peu en difficulté, mais bon, ils s'en sont toujours sortis, et je pense que pendant le tournoi, ça va glisser. C'est plus, ouais, pour les autres, il y a pas tant d'équipes qui ont été parfaites jusque-là. Puis bah, la France, on n'échappe pas à ça, quoi. Je sais plus qui disait un peu plus haut la différence entre le discours d'avant compétition et ce qu'on voit là un peu. Ouais, l'accent mis sur la défense, le fait de se plaindre de ne pas avoir trop de solutions offensives alors que la sélection laissait déjà présager ça quand même. C'est un peu bon. Moi je laisse toujours, on va laisser la chance au produit entre guillemets, on va laisser la compétition se dérouler, mais c'est quand même un peu, c'est pas très rassurant et c'est même pas en parallèle forcément avec les filles, hein. Les filles c'est cool, elles ont gagné donc elles ont pris de la confiance, mais attention, elles ont pas encore affronté les meilleures équipes du monde en préparation, donc ça peut aussi être compliqué. Mais soyons optimistes, effectivement. Kikish nous dit: je me pose la question de Rudy Gobert, je le vois souvent tête de raquette, genre il va faire un main à main comme si c'était Bam Adebayo, mais ça ne marche pas trop, comme les joueurs mettent une plombe à venir faire le main à main et Rudy a du mal à protéger la balle. Rudy a un peu de mal pendant cette préparation, il y a un match ou deux où il a été bien, je trouve, mais il a du mal à peser, quoi. Et alors il y a le plus-minus qui, je crois qu'il a le pire de l'équipe, mais bon, faut pas, on ne voit pas encore le Rudy dominant, quoi. Après, il y a un niveau, enfin, moi je trouve cette année-là, même sur les matchs de prépa, d'intensité, même sur les prépas,
sur ces matchs-là, le match, enfin la Ouais, défense de ça la joue, Serbie hein. Ouais. contre la France, même l'Allemagne, etc. Enfin, il y a un niveau de concentration, je trouve, des équipes qui laisse augurer, en tout cas, un tournoi mais extraordinaire. Mais je pense que les gens voient les États-Unis et derrière, c'est très ouvert. Moi, je vois quand même les États-Unis et le Canada devant, Mm. au-dessus. Après, ça reste ouvert derrière. Mais USA-Canada, ouais, c'est quand même c'est costaud. Et puis, alors, les États-Unis jouent sur le talent, mais le Canada, ça commence à porter ses fruits sur l'intégration de chacun Mm. et sur le fait il commence à y avoir une cohésion d'équipe. Tout le monde loue à chaque fois l'Espagne qui joue ensemble depuis tant de temps, mais là, le Canada commence à avoir une équipe qui se connaît bien mieux et qui se fait confiance, ça se voit. Et quand ils gagnent contre l'équipe de France, j'ai une équipe qui est en contrôle. Mm. C'était assez étonnant. Bah, Donc, quand tu repenses au match du mondial, ils nous avaient atomisé au mondial. C'est pas juste genre ils se font surprendre ou il y a un peu de réussite. Et c'est atomisé. J'avais été dépité totalement par ce match. Et là, ils étaient plus sur, t'as raison, du contrôle. Ils ont déjà des certitudes et en même temps, ils doivent aussi intégrer du Jamal Murray et tout ça petit à petit. Mais je pense aussi que c'est la deuxième meilleure nation de la compète. Et je suis d'accord avec Gis dans le chat, je suis d'accord avec la Serbie, dont on n'a pas trop parlé au début de la compète, même avec l'arrivée de Jokic, parce que sur les autres compétitions, Jokic a parfois pas toujours été aussi rayonnant qu'avec Denver. Là, les Serbes, ils commencent à m'inquiéter un peu dans le sens, j'ai pas trop envie de les affronter quand même, quoi. Bon, c'est toujours comme ça, hein, mais... Ouais, puis Bird Jokic, ça fait peur. J'adore. Ah ouais, quand même. Quel qu'il a comme ça, il est trop dur. On dirait la montagne dans Game of Thrones, quoi. C'est Il va ça. t'arracher, il va t'enfoncer les pouces dans les yeux et il y a tout qui va exploser. Et est-ce que t'es aussi sceptique que nos spectateurs du soir sur la paire Gobert-Wembanyama? Est-ce que toi aussi tu penses qu'il faut plus tenter quelque chose du genre Gershon Yabusele, Victor Wembanyama? Voilà, t'y crois déjà plus Non, je sais pas que j'y crois déjà plus. C'est qu'en fait, c'est Théo qui a raison, hein. Il dit, enfin, Victor, c'est un jeune joueur en développement et c'est un jeune joueur maintenant. Il faut l'accepter. C'est un jeune joueur en équipe de France aussi. Il a mis, il a une progression incroyable et il a explosé toutes les attentes en NBA. Mais quand il est arrivé, il a eu du mal à s'organiser et un petit peu de mal au départ. Alors, ça n'a pas duré longtemps, mais je pense que en équipe de France, c'est compliqué. Et puis, t'imagines, lui, il va jouer avec Rudy Gobert, comme ça doit être compliqué quand tu es la première option, voire la première et dernière dans ton équipe en club pendant un an, ou déjà pendant un an, il a fallu que tu apprennes. Là, il faut réapprendre. Il a raison, Théo. Ça reste un jeune joueur qui apprend le haut niveau et c'est ses premiers Jeux Olympiques. C'est pas, ça doit pas être tout simple. Et puis la pression, elle est. Enfin, c'est vrai que le grand public, pour lui, Wembanyama est arrivé, on va être médaillé d'or, hein. C'était limite ça. Ouais. C'était limite ça, mais c'est la même équipe que la Coupe du Monde avec Victor Wembanyama. Alors certes, c'est un plus colossal, mais l'animation offensive, tu parlais de Frank Ntilikina hier, c'est pour moi, c'est la vraie question, elle est là, hein. C'est pas, je ne défonce pas du tout son engagement, son envie et c'est sa bonne volonté, mais c'est vrai il manque un créateur, un vrai créateur, un type qui monte la balle et qui peut dynamiter comme un Dennis Schroeder, par exemple. Moi, Voilà. le problème, c'est sur cette question de meneur et de créateur là, parce que j'entends tout le monde qui réclame à nouveau Thomas Hurtel et tout ça, et bon, effectivement, c'est le joueur. Ouais. C'est un joueur qui, voilà, on sait ce qu'il a apporté en équipe de France aussi, mais le problème, ce serait qu'il y ait que Thomas Hurtel en fait, ça. Et du coup, on en revient à ce que dit Gis aussi dedans, c'est presque de la formation, le souci, le fait qu'on n'arrive pas à faire émerger des joueurs qui ont ce profil de créateur, d'organisateur de jeu. Enfin, il y en avait un peu plus avant quand même, et là, sur la formation, ça ressort pas. En fait, quand tu regardes même dans nos équipes de jeunes qui sont très performantes, il faut le dire, hein, en U20, on est encore champion d'Europe, là, enfin, ça fonctionne bien, mais c'est vrai qu'on privilégie les équipes, les joueurs qui courent, les joueurs athlétiques, les joueurs impressionnants physiquement, quoi. Et on a moins de meneurs organisateurs qu'à une époque et que d'autres nations, tout simplement. Et c'est. Ouais, Castellar, Kylian Hayes, ouais, mais Kylian Hayes, j'ai pas trop compris non plus. Il est appelé, il fait pas vraiment la préparation. Moi, je pensais que s'il était dans la liste élargie, c'est qu'on allait sans doute le voir
et que les qualités qu'il avait malgré tout démontrées en NBA, c'est-à-dire quand même du playmaking et de la défense, enfin, moi ça m'aurait plu quoi. Et là, là, ça manque et on en vient à dire ah bah c'est parce qu'il n'y a pas de Thomas Hurtel. C'est vrai, évidemment, l'équipe de France serait meilleure avec Thomas Hurtel. Ou on aurait dû prendre Nolan Traoré, mais du coup, ça fait que deux joueurs, dont un qui est pour des raisons politiques qui a été sorti de la liste et un autre qui a 17 ans, quoi, qui a une saison, une demi-saison chez les professionnels. Enfin, voilà, je trouve ça compliqué, je trouve ça dommage qu'on soit aussi limité peut-être de ce côté-là et ça dicte aussi après le style de jeu, quoi, et ça dicte les difficultés, ça explique les difficultés qu'on a dans la circulation, dans l'animation, et qu'on voit depuis des années, quoi. Après, un vrai meneur, c'est tellement dur à trouver, les gars. Mm. Enfin, tu vois, c'est des postes qui aujourd'hui sont rarissimes. Un vrai meneur de jeu qui dicte le tempo et tout, on en est encore à dire aujourd'hui que le seul vrai meneur, presque, c'est des gars comme Chris Paul et tout. Tu te rends compte de l'âge qu'il a, Chris Ouais, Paul? bah oui. Donc, c'est difficile à trouver. Et moi, ce qui me fait peur aussi, et il y a des commentaires intéressants là, Mm. de dire que Gershon peut le faire, Gershon, mais j'ai l'impression que Gershon, on va lui demander, mais on va tout lui demander à Gershon cette année, Ouais. de shooter à 3 points, de mettre de l'impact défensif, d'aller jouer à l'intérieur, de proposer des solutions, d'aller, ouais, mais enfin, voilà, j'ai peur que Gershon, enfin, il s'épuise et pourtant, là, il est déjà dans son tournoi, ça se voit, il a les nerfs de perdre, ils sont tous, mais c'est vrai que partir dans une compétition comme celle-là, où tu vas rejouer l'Allemagne, où tu vois quand même que le niveau resserré, partir avec 4 défaites, même si la dernière est un peu Mm. plus serrée, c'est dur, quoi. C'est dur. C'est C'est dur. pas, Tu c'est joues chez pas, c'est toi, pas c'est pas facile. anecdotique, quoi. C'est 4 matchs chez toi, contre des équipes certes Non, fortes, mais où tu es dépassé sur au ouais. moins des matchs, où tu donnes pas l'impression, tu donnes l'impression de te chercher, quoi. T'as pas encore la bonne formule. Ouais, ça m'inquiète un peu. Et d'un côté, les JO, ça va se jouer aussi, si ça passe le premier tour, ça va se jouer sur l'adversaire que tu rencontres après. Individuellement, il y aura du talent, mais c'est juste que c'est. J'aurais eu envie de voir une équipe de France conquérante dont on connaissait le style de jeu à l'avance et pas là où on a des incertitudes et pas de puncher, pas de vrai gros créateur. Enfin, voilà. Je sonne très très défaitiste alors que je l'étais même pas tant que ça il y a quelques jours. Je pense que dans mes pronos, j'avais peut-être même dit que viser une médaille de bronze était tout à fait envisageable pour moi, mais je m'inquiète un petit peu, à vrai dire. Alors, il y a Kikish qui dit que Schroeder est pas un super meneur, mais juste il monte la balle vite, il joue ses pick and roll et il sait créer pour les autres. Voilà, pour moi, c'est ça un bon meneur. Voilà, Mm. c'est un type qui aujourd'hui monte la balle vite, sait jouer un pick and roll correctement et sait créer pour les autres. C'est-à-dire monte la balle vite, c'est-à-dire dicter le tempo. Nous aujourd'hui, on n'a personne qui monte Ouais. la balle vite. Et ce que vous dites à chaque fois, c'est à la fin, c'est panique à bord. On a l'impression on commence à faire des coupes derrière, à bouger, à faire des écrans à l'opposé. Il reste 5 secondes sur le shoot et tu prends enfin, tu prends un parpaing derrière. Ouais. Et ça c'est un peu emmerdant. Et puis en plus, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on connaît le public français. On sait combien il peut se retourner rapidement contre toi et être impatient, surtout quand il a payé 250 balles sa place pour les Jeux Olympiques. Ouais. Et j'ai peur que là, 4 défaites d'affilée pour ceux qui ont payé cher. En plus, il y a des gars qui avaient les boules. Moi, j'avais des potes qui avaient fait une voiture entière pour aller à Montpellier voir le match. Ils sont arrivés, Victor avait la crève. Bon, ça arrive et tout. Ouais. Mais j'ai peur que les matchs qu'ils jouent à Lille, s'ils font un mauvais match ou un match moyen, les gars, ils vont commencer à se faire chambrer. Et j'ai peur qu'on. Enfin, voilà, moi, c'est ça qui me fait un peu peur. J'ai pas peur sur l'état d'esprit parce que je les vois, ils sont tous dedans, ils ont envie d'y arriver, ils sont motivés. Mais 4 défaites d'affilée là sur des équipes qui sont des équipes que potentiellement tu vas te prendre. Tu vas te Oui. prendre même certainement et de voir qu'il n'y a pas de solution particulière. Bon, tu fais éclater par encore Patty Mills quoi. Enfin, quand tu Ah mais FIBA Patty Mills, c'est Michael Jordan, on le sait, tous les ans, à chaque compétition, Oh là 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 là. son niveau Mais en bon, NBA et son implication diminue, enfin c'est le nombre de ses minutes diminue tous les ans, mais alors avec l'Australie, c'est... Puis bon, moi c'est ça. pour le coup, j'aime vraiment bien cette équipe d'Australie. Hein. Bon, à chaque Oui, oui, compétition, oui. c'est justement, on l'a dit, le Canada c'est fort, l'Australie c'est fort, l'Allemagne c'est une équipe championne du monde, et sur le deuxième match, dès qu'ils ont remis les frères Wagner, bah, c'est repassé. Schroeder a effectivement fait un très très bon match. Mais, mais voilà quoi,
Se dire on part pas avec l'avantage psychologique contre ces équipes-là, c'est. Bon, tu vois, là, c'est là qu'on voit qu'on est quand même très français, c'est qu'on envisage rapidement le pire scénario, le public qui se retourne, les C'est difficultés ça? en compétition, mais c'est un peu dans notre ADN, mais bon, voilà. Alors, Ouais. qu'est-ce que nous dit Dark Polo? Salut, je vous suis d'habitude sur YouTube le lendemain, mais je tiens à m'excuser auprès de chat si tu es passé par la cahier Jaime Vera de Madrid dans l'après-midi. Si c'est pas le cas, tu es un vrai sosie avec casquette à l'envers et tout en Espagne, et quand même merci pour vos sessions. Alors non, je n'étais pas à Madrid, j'étais en région parisienne cet après-midi. Mais écoute, c'est bien de savoir que j'ai un sosie en Espagne. Ça me surprend pas non plus des masques qu'un mec avec un type un peu méditerranéen puisse me ressembler vaguement. Mais voilà, écoute, j'enquêterai sur ce doppelganger espagnol. Cela dit, un gars avec une barbe et une casquette à l'envers à Madrid, qui Tu dois en aurait avoir un pas mal. brin, doit y en avoir un wagon, je pense. Du moment qu'il t'a pas confondu avec Rudy Fernandez, tout va bien. C'est ça. Et alors l'indice, le vrai indice qui aurait pu te permettre de repérer que c'est pas moi, c'est que je ne parle absolument pas espagnol. J'ai fait allemand LV2 au collège et un peu au lycée, donc l'espagnol je comprends, hein, mais non, si une conversation en espagnol c'est pas possible. Et ouais, je pense au pauvre mec, pauvre gars que t'as fixé, qui a dû dire mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là. C'est ça devait être assez marrant. Ça fait 3 compètes qu'on est dégueu offensivement et qu'on nous dit que c'est pas le moment de changer, qu'il faut être patient et que peut-être que perdre c'est ce dont on a besoin pour rebondir. Alors moi qui ai souvent, j'ai quand même pas mal défendu Vincent Collet ou demandé de la patience pour Vincent Collet. Par contre, je pense qu'il y avait peut-être un moment, si on voulait une révolution entre guillemets, hein, changer de style de jeu, peut-être de gens qui sont sélectionnés aussi, bah, il y avait un moment où c'était possible de mettre fin à l'aventure avec Vincent Collet et ils n'ont pas saisi l'opportunité. Et c'est là que c'est compliqué et qu'on a un coach qui est là depuis très très longtemps, qui a ses propres certitudes, qui connaît les joueurs d'une certaine manière. Et c'est dur de casser les habitudes, quoi. Il y a une certaine routine, parfois ça ronronne un peu, ça joue aussi, je pense. Il y a Janissaire qui nous parle d'Evan Fournier, hein, ça c'est sûr que Ouais, c'est un c'est peu la dur, question. Evan. Qui dit il est presque inutile, mais bon, alors le truc c'est que moi je suis là sur le constat du dernier match, on dit c'est un poids mort, bon j'entends. Ce qu'il y a c'est que tu vois, qui peut Mm. prendre un coup de chaud sur 4-5 possessions, shooter à 3 points, bon c'est pas un grand défenseur mais ça on le savait, mais sur du catch and shoot comme ça, sur de l'impact, qui tu mets de nouveau comme ça que tu apportes dans une compétition aussi importante que les Jeux, sachant que Fournier est tout le temps là, il rate pas une campagne, bon, donc c'est difficile de s'en passer, de lui dire toi tu viens pas. C'est Moi, je délicat, je vois proposais, pas comment tu peux c'est pour ça que je proposer. proposais qu'il peut-être, mais après, il y a une question d'ego qui entre en ligne de compte, hein, mais le faire sortir du banc, me semble pas totalement dénué de sens, tu vois. Et pour quels joueurs, bah, c'est des joueurs qui sont pas là, le profil dont tu parlais, tu vois. Alors, et pour Elie Okobo, je suis un peu plus réservé parce que je sais qu'il est excellent avec Monaco. En équipe de France, je l'ai pour l'instant pas jamais trouvé très épanoui. Donc j'aurais plus, moi c'est plus Sylvain Francisco, vous connaissez mon affection pour Sylvain Francisco, c'est plus ça qui me posait souci. Mais là maintenant, de toute façon la liste elle est faite, on peut pas rappeler quelqu'un d'autre, donc il faut faire avec ce qu'il y a, et ce qu'il y a c'est Evan Fournier qui a très peu joué depuis, ça va dire 2 ans hein, quand même, parce que entre les morceaux de match ici et là, puis être totalement sorti des feuilles de match, ça fait quand même longtemps, il a besoin de rythme, et on a plusieurs joueurs comme ça en fait, c'est ça le problème aussi. Ah, c'est ça le problème. Franck Nilikina il a pas joué de l'année. Il y en a qui reviennent de blessure. Nando, il a pas joué depuis. Enfin, voilà, c'est la fin de saison, on l'a quasiment pas vu. Ça joue aussi, quoi. C'est ça qui est pas non plus hyper rassurant. Comment tu peux avoir confiance déjà en toi en n'ayant pas joué depuis 2 ans et puis en plus Evan, ça n'a pas été simple hein, à New Mm. York. Tu fais une Ouais, saison l'année d'avant, tu deviens le meilleur shooter à 3 points sur une saison du club, et ouais. l'année d'après, tu joues pas. Euh, bon, Franck Nilikina, il a eu 1000 chances et il les a pas forcément saisies parce que Mm. moi, je reste persuadé que c'est pas un joueur calibré pour la NBA, mais pour les championnats européens. Ensuite, voilà, c'est dur, ça doit être terrible de ne pas jouer pendant tout ce temps, de te rendre compte que tu es hors rythme, hors confiance. Et puis autant, bon, Evan, lui, il s'en fout.
c'est un peu comme J.R. Smith, hein. Dans le doute, je shoot. Dans le doute, je shoot. Tu vois, c'est ça le truc. Et il est là pour ça. Mais oui, c'est sûr que Frankie Nikina, c'est plus compliqué. Mais je suis d'accord avec toi, de faire sortir du banc Evan Fournier, c'est pas gênant. Et moi, je pense que lui, en plus, ça fait 2 ans qu'il joue pas. Il va pas dire maintenant, moi, je sors pas du banc, ça n'existe pas, hein. Non, c'est sûr. Je le vois pas dire ça, surtout en ce moment. Ouais. Maestro qui nous dit: Je suis d'accord que les joueurs alignés sont sûrement les meilleurs disponibles, donc ce qu'il faut améliorer, c'est le fond de jeu et la tactique, mais si on a le même coach depuis 15 ans et toujours pas de fond de jeu. Alors, à défaut de parler de fond de jeu à proprement parler, ça c'est pas Vincent Collet aussi. C'est les entraîneurs français, la formation française, tout ça, on joue d'une certaine manière, on s'appuie sur des qualités, la défense et les qualités athlétiques. Euh, Là, il y a eu des périodes avec Vincent Collet aussi où je comprenais mieux ce qui se passait sur le terrain et l'identité de l'équipe. Là, on ne sait pas si ça va être du tout Victor, si ça va être de la full défense comme ce qu'il avait l'air de souhaiter, parce que même ce full défense, pour l'instant, c'est bon. Il y a eu des phases correctes. On n'est pas l'équipe qui a pris le plus de points dans la préparation, mais quand même, il y a eu des phases qui laissent pas deviner qu'on va être en mode muraille pendant la compétition. C'est un peu difficile. Après, Collet, c'est un peu comme Didier Deschamps, à part l'échec de la dernière compétition où vraiment c'est une cata. Sur les compétitions d'avant, c'est difficile de lui. Ça, tu vois, il y a des résultats quand même. Ça va pas tout le temps au bout, mais il y a quand même. C'est des finales, des demi-finales, des médailles de bronze, des quatrièmes places peut-être, des choses comme ça. Mais tu vois, il y a quand même à chaque fois une équipe qui fonctionne. Il y a une vraie compétition. On va dans le dernier carré. C'est comme disaient des gens qui à chaque fois arrivent soit en demi-finale, soit en finale. Alors certes, on s'emmerde, mais bon, voilà. Le problème, c'est qu'au basket, ça va plus vite, quoi. Donc l'éclat, tu le prends un peu plus vite. Tu peux pas Ouais, tout c'est ça. masquer derrière la défense. En face, il faut quand même. Ok, la défense fait gagner des championnats. Il faut quand même marquer quelques pantons. Ça ferait quand même- Ouais. On a l'impression que c'est de plus en plus dur. Voilà. Mais je reste optimiste. Moi, je pense qu'il y a quand même, on a une sacrée équipe. Et voilà, on manque un tout petit peu de confiance. Et on n'est pas dans une bonne dynamique, mais si le premier match, c'est qui? C'est le Brésil? Oui. Voilà, mettons 25 au Brésil et là on part bien, quoi. Voilà, avec un Victor survolté, ce C'est serait jamais génial. facile. C'est jamais facile de mettre 25 au Brésil parce que en Je compétition sais, ils je sont sais, vraiment chauds. je Alors, sais qu'ils sont tous chauds, tout le monde est chaud. bah oui, Même le Japon, on a peur. j'allais dire même le Japon. Moi, je maintiens que c'est. Alors, j'ai pas assez vu cette équipe jouer récemment, mais tu sais, c'est le coach qui entraînait l'équipe des filles du Japon et il a fait un travail incroyable sur le style de jeu, cette fameuse identité. Elles savaient exactement ce qu'il fallait faire pour gagner. Elles ont fait finale olympique chez elles certes, mais elles ont éclaté la France, éclaté la Belgique, étaient des nations. Et là, il est avec les garçons et ça fait déjà 2-3 ans, je pense, il fait du travail de fond et attention. Ça peut, moi, du coup, je me méfie de tous les adversaires, même le Japon et même le Brésil. Alors l'Allemagne, n'en parlons pas parce que les Allemands, eux, pour le coup, ils sont sur une lancée, sur une dynamique de confiance qui est totalement différente de la nôtre. Ça joue bien au basket, ils savent très bien défendre, ça shoot. Eux, pour le coup, ils ont une certaine pression parce qu'ils sont champions du monde et que maintenant tout le monde a ramené son équipe type, mais j'exclus pas du tout qu'ils aillent aussi très très loin quand même. Ils ont du matériel, les Allemands. Après, Vincent Collet, moi je respecte énormément. Alors c'est Mhm. sûr, Kikic le dit, il a pas tort quand il dit qu'au bout de 15 ans, on, on sélectionne à l'affect aussi parce mais c'est normal, on a des Mhm. cadres, il y a des gens qui sont là, on peut pas se passer d'un Nicolas Batum, on peut pas aujourd'hui encore dire voilà, bon bref. Mais en tout cas, moi je respecte le fait que il a une idée, il va jusqu'au bout, il se plantera peut-être avec, mais en tout cas il a une idée directrice, il s'est pas laissé influencer par la hype Sylvain, par la hype Nadir Ifi, par des choses comme ça, et Mhm. non, il se tient à son idée, et voilà, et je préfère quelqu'un qui toujours pareil. Alors bon, j'espère qu'il mourra pas trop vite avec ses idées dans la compétition. Mais je pense qu'on peut plus reprocher à un sélectionneur d'avoir pris des gens sur la hype du moment que d'avoir un projet sur le long terme. Mais c'est vrai que contrairement encore une fois, on va faire un parallèle avec les grandes sélections, c'est-à-dire les sélections éventuellement de foot, c'est que les préparations et les matchs amicaux dans l'année au basket, c'est biaisé, c'est-à-dire il n'y a jamais la vraie équipe, il n'y a jamais la bonne équipe, il en manque la moitié parce que Mhm. NBA, pas NBA, c'est trop compliqué,
cette alchimie c'est vraiment des coups du moment, ces grandes compétitions. On espère que tout le monde marche et on se retrouve du coup avec des surprises comme l'Allemagne championne du monde. Bon, l'Espagne, on sait qu'eux, ils se connaissent depuis des années, donc ça a toujours bien fonctionné. Mais voilà, une équipe de France comme ça, où il y en a un qui est là, l'autre il est au Pana, l'autre il est à Madrid, l'autre troisième il est c'est ça le vivier français. Ça doit pas être, ça doit être, je dis pas que c'est bien, mais ça doit être un casse-tête permanent d'arriver à former une cohésion, alors que finalement elle se forme 15 jours avant chaque compétition, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y avait la session, ouais, intéressante la session écrite par le petit Chelem Tout à fait, ouais. sur le fait que on peut s'attendre. Alors, j'irai pas jusqu'à moi si je serais choqué si on sort en phase de poule quand même parce que Allemagne, Japon, Allemagne, Japon ça y est, j'ai oublié, et Brésil. Brésil, ouais. Voilà. Bon, logiquement, quand même, il y a deux équipes qui nous sont théoriquement inférieures. Donc, ne pas passer le premier tour, ne pas être ne serait-ce que meilleur troisième dans les meilleurs troisièmes, ça serait, bah, voilà, on serait sur un échec historique quasiment hein, pour une nation comme ça. Euh, ouais, et en même temps, on serait à nouveau pas surpris si on dépassait l'écart, si on était dans le dernier carré. C'est un peu la beauté c'est la beauté des équipes nationales françaises, quoi. Le dernier carré, ce serait top. Ouais. Top, franchement, ce serait vraiment chouette. Voilà. Vraiment. Bon, là, On attend. J'espère. Je vois le scepticisme sur la liste. On en revient déjà à la liste, à qui n'a pas été pris, qui a été pris. C'est difficile. Oui, ça on verra après. Bah, ouais, parce que j'entends hein, le fait on voit Nando De Colo qui a un peu de mal à revenir, enfin qui est pas le même joueur qui a ne serait-ce que 2 ans. On voit Evan qui a des difficultés. Bon, Nicolas Batum fait de son mieux, lui non plus, c'est plus le même joueur qu'avant. Rudy Gobert a du mal à trouver un peu sa place. Je comprends le scepticisme, mais sur le matériel, sur le mental, pas de raison qu'ils puissent pas faire quelque chose. Hein, mais il n'y a pas les certitudes qu'ont d'autres nations. Et effectivement, si tu devais te mouiller, tu dirais quoi pour la France? Médaille ou plutôt pessimiste? Ouais, voilà. Je vois du top Non, 8. je dis pas une Ouais. médaille. Ouais. Ouais, non, je dis top 8, ce serait bien. Mais il y a trop d'incertitudes et il y a trop de phrases comme celle que tu viens de dire que j'ai l'impression que ça fait 6 ans qu'on dit c'est Rudy Gobert qui n'arrive pas trop à trouver sa place. On a l'impression qu'à chaque compétition, on dit que Rudy n'arrive pas à trouver sa place. Alors, c'est pas sa faute à Rudy, hein, mais qu'on ne sait pas utiliser ce mec-là. Voilà. On attend qu'il mette 25 points, mais ça n'a jamais été son rôle. Ouais. C'est le meilleur poseur d'écran au monde peut-être. Profitons-en. Putain, on n'arrive pas à poser un pick and roll correctement. On va voir. Je vois que ça discutait des 5 potentiels. Gis, c'est marrant, c'est le 5 à peu près, je crois que j'ai proposé ce matin ou hier dans la preview. Ça peut paraître comme ça un peu léger, mais je trouve que Mathieu Strazel, pour remonter la balle et pour apporter l'énergie qu'on l'a vu apporter, c'est pas mal. Nando, dans un premier temps, ce que disait Théo, lui, c'était pour qu'il soit en rythme tout de suite et qu'il n'ait pas du mal à rentrer dans les matchs. Batum, parce que voilà, il apporte toujours du dian dans le jeu, défensivement c'est toujours propre. J'aimerais le voir un peu plus, mais bon, ça fait 20 ans que j'ai envie de le voir plus impliqué à la finition, plus agressif, donc je pense pas que ce soit maintenant que ça arrivera. Et après devant, bah ouais, le tandem Gershon-Victor, il me plaît bien, quoi. J'aime bien, dans l'idée c'est quand même sympa, avec un Victor un peu moins attiré par le large, peut-être. Mais ouais, je suis très gentil, ouais. Ultra faible, oui. Alors en fait, c'est pas que c'est ultra faible sur certains aspects de la main, parce que on parle de joueurs que j'aime bien, on parle de joueurs qui sont, enfin, Nilikina, Albici sur la défense pure et dure quand ils sont sur les compètes qu'ils ont disputées, c'était vraiment très très bon. Et Strazel, je trouve que c'est un joueur émergent qui a été bon avec Monaco, et ce qu'il montre là avec l'équipe de France me plaît. Il manque un chef d'orchestre, un mec qui est un meneur fort offensivement en fait, tout simplement. C'est un peu ça. Et puis faut pas oublier un truc, c'est que s'il y a un vrai échec, enfin s'il y a déjà une belle compétition, déjà d'une première part, mais s'il y a un vrai échec, il faut voir que cette équipe, je sais pas à quoi va ressembler l'équipe de France après, parce que s'il y a un gros échec, je pense que Rudy, Evan, Nico, bon ça Nico c'est sûr, Nando, Nilikina, il y a au moins tout le 5 majeur, qui est potentiellement le 5 majeur actuellement. Déjà terminé. Déjà
va potentiellement dire c'est notre dernière compétition. On voulait faire les Jeux à Paris, on n'ira pas plus loin, on en a marre. Mais t'en enlèves encore peut-être 2 ou 3 qui sont dégoûtés parce qu'ils sont mal utilisés, qui ont jamais compris ce qu'ils devaient faire. Voilà, donc tu vas avoir, là on repart à 0, on va repartir à 0, c'est-à-dire on n'a plus de cadre. Le 7 août, je pense que l'équipe de France va vivre un nouveau cycle. Mais J'espère, c'est il va bien, en peut-être fait, falloir. oui, tant mieux s'il faut. Hein. Je pense qu'on C'est va revoir super. des jeunes joueurs. Ah, il y aura quelques-uns de ce Ouais. groupe qui vont rester quand même. On parle très peu de Bilal Koulibaly, mais du coup, il va faire sa première compétition et il va apprendre Voilà, aussi. exactement. Il y La aura des relève, joueurs la comme ça. relève est formidable. La Voilà, la relève est relève. formidable, Mais mais là, pour le coup, dans un premier temps, ça, ce sera pas simple non plus avec que des jeunes. Tu vas pas gagner des ce sera- compétitions et tout ça. Donc il y aura des périodes de transition, évidemment. ouais, mais peut-être justement que des jeunes bien morts de faim, ce sera leur première envie de prouver, Mm. d'accélérer, d'aller vite. Mais bon, on va voir. L'avenir est brillant hein, quand même. Hein. Oui, Avec, normalement. on a 2 numéros 1 de la draft qui, je pense, auront faim aussi, parce qu'il est possible qu'ils aient pas forcément beaucoup de temps de jeu NBA s'ils n'y arrivent pas forcément, tu vois. Donc, Mm. tout le monde a faim, là. Tout le monde a la dalle derrière. Tout le monde a la dalle derrière, ça c'est sûr. Et un esprit de revanche en plus, donc on va voir. J'ai On du va mal à voir. suivre la défense, c'est bien, mais ça fait pas gagner. C'est dur de défendre quand tu n'arrives pas à en mettre. Bah oui, il faut en mettre un minimum, mais on a vu Faut en des mettre un équipes minimum. verrouillées à mort et mettre suffisamment de points derrière pour gagner. Alors là, pour l'instant, oui, on n'a pas l'impression que ce soit comme ça qu'on se dirige vers ça, mais par contre, ça peut être une bonne approche hein, d'avoir une défense. Et d'ailleurs, historiquement, dans les équipes de France qu'on réussit, c'est parce qu'il y avait une bonne défense. Hein, donc, mais oui, je suis d'accord, il faut de l'attaque. On aimerait voir un backcourt un peu plus énergique, actif. Et ça me fait penser, je sais plus qui nous disait, la déclat de Laurent Sierra est pertinente. Je l'ai sous les yeux parce que je l'ai lu ce matin. Bon, on sait qu'il a pas sa langue dans sa poche, hein, donc c'est Laurent Sierra. Et il dit, je vois pas d'amélioration, pas trop d'amélioration depuis 2 3 ans. Pourtant, on a un Ça, sélectionneur qui n'a rien fait de l'année, enfin qui n'avait pas de club cette année, la différence des autres fois. Donc il a eu le temps de voir les gars et j'imagine de voir ce qui se fait ailleurs. Et donc après, il dit bon, une sélection a été faite, mais il n'y a pas de meneur de jeu, en tout cas pas pour jouer à ce niveau-là, au très haut niveau. On a une équipe super athlétique, mais on ne fait pas de contre-attaque. Heureusement que dans ce qu'il est en train de se passer, on a Victor Wembanyama, mais à côté de ça, tu prends Fournier, De Colo, qui n'ont pas de système pour eux. Alors, il essaie de tempérer, il dit c'est pas alarmant parce que tant qu'il n'y a pas l'odeur de la compétition, les matchs amicaux restent des matchs amicaux, ça on est d'accord là-dessus. Mais tu peux quand même avoir un semblant de quelque chose, une base sur laquelle t'appuyer. On nous a dit qu'on voulait une équipe défensive, on a pris 27 points dans le premier carton contre l'Australie, qui est une équipe dont je ne pense pas qu'elle sera dans le top 4 ou le top 5. Alors, ça, je pense pas comme lui, mais je comprends ce qu'il veut dire. Euh, Même si elle a plus de rythme que nous, et en même temps, ce n'est pas dur parce qu'on n'en a pas ou peu de rythme. Et après, bon, voilà, il reparle de Thomas Hurtel, on sait que c'est un fervent partisan de réintégrer immédiatement Thomas Hurtel, de ne pas le suspendre de la sélection. Nilikina n'a pas joué de l'année ou peu. Strazel est très bon à Monaco, mais ce n'est pas à lui qu'on va demander des responsabilités. Lui va t'amener quelque chose en sortie de banc, mais c'est pas un titulaire quoi. Et il finit sur les cadres en disant euh, que Vincent fait le choix d'emmener les historiques jusqu'au bout. C'est dur de dire à Batum, Fournier ou De Colo de rester à quai, mais ce que j'ai peur, c'est qu'on refasse les JO 2016 à Rio en allant au bout de la génération. À l'époque Boris, Tony, Flo, on avait été sortis en quart de finale. Merci, au revoir. C'est du Laurent Sierra, donc c'est intéressant, je trouve. C'est pessimiste, mais c'est intéressant par contre. oh, c'est parfaitement lucide. Après, des joueurs comme Laurent Sierra aujourd'hui, enfin, il y en a pas, il y en a Mm. presque plus. Et encore, je parlais de ceux qui vont partir, même Andrew Albissi va partir. Mm. Voilà, on verra ce qui se passe. Mais t'imagines si on était dans le groupe du Canada? Voilà. Australie, Canada, Espagne, Grèce, hein, c'est ça, ouais. C'est. Imagine. Enfin, enfin, on se dirait, bah, très bien, 29 juillet, c'est fini. On va regarder le hand et on va regarder autre chose, quoi. Mais là, je serais Euh, beaucoup plus pessimiste. Donc là, on va ouais. avoir 3 matchs. Moi, ouais, on est sûr presque d'avoir 4 matchs, j'espère. Mm. Donc bon, profitons de ça quand même. Profitons d'un beau tournoi et puis on verra après. Et puis surtout, profitons du plaisir de voir encore avec le maillot bleu cette génération de joueurs géniaux qui sont Nicolas Batum, Mando De Colo, même Evan Fournier et Rudy Gobert. C'est quand même, ils nous ont régalé pendant un bon moment. Hein. Ouais. Faut jamais l'oublier. Ils ont aidé à taper les Américains et on était à ça de les retaper en Ouais. finale des JO. Hein.
Non, Ouais, non, donc Dumo, voilà. non, Dumo, je serai pas à Lille, Faut regarder je les serai à filles. Paris. Sushima qui me dit faut regarder les filles. Il a raison. Il a Évidemment raison. qu'il faut, Ça, par contre, j'ai pas regarder les regardé filles. du tout les préparations. Ah, alors, J'ai pas regardé les préparations des filles. ce qu'il faut retenir rapidement de Malheureusement. la préparation, demain vous aurez d'ailleurs une preview sur la chaîne YouTube, une preview de l'équipe de France féminine sur ce que les Bleus peuvent espérer. Mais oui, alors faut regarder les filles. Il faut juste, j'ai un enthousiasme et là encore on risque de passer pour des gens défaitistes. Je suis pas du tout défaitiste et je pense vraiment qu'elles ont une chance de faire quelque chose. Mais les adversaires que l'équipe de France a battus, il y a des bonnes équipes, hein, des équipes qui nous ont même laminés par le passé, le Japon, Chine et tout. Mais il n'y a pas encore les top nations du tournoi, c'est-à-dire on n'a pas joué les États-Unis évidemment, mais qui sont à part, on n'a pas joué la Belgique, on n'a pas joué l'Espagne, qui est toujours un adversaire redoutable. Donc moi je reste prudent, j'y crois parce que l'équipe est belle, il y a des choses, mais je me méfie, je veux pas trop crier victoire. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Bonsoir, vous savez où s'entraînent les équipes des deux tournois? Non, je sais, de toute façon ce sera annoncé. Il me semble que normalement les équipes américaines, je sais que c'est pas trop loin de chez moi, c'est dans le Val d'Oise. Pour l'équipe de France, bonne question. Si, pour ceux qui veulent aller stalker et aller décrocher des autographes, on essaiera de chercher ça si vous voulez. Ah, Euh, c'est à Aubonne qui s'entraîne, non, c'est ça? ouais, normalement, enfin les Américains en tout cas, je crois. Hum, hum, hum. L'équipe de France, je sais pas trop. Ouais, c'est vrai que là, pour reprendre Maestro Svengali, là, ouais, les filles US, en fait, quand elles arrivent sur le terrain, j'ai rarement vu une impression de, de puissance comme ça. C'est-à-dire, on dirait la Dream Team de 92, dans le sens, elles arrivent sur le terrain pour s'échauffer. Déjà, elles ont gagné le match. Tu sens les autres les regardent en disant, qu'est-ce qui va nous arriver? Bah c'est Et impossible. alors, Enfin, c'est ça les meilleures loupe joueuses pas, du, hein. c'est les trois Et, quarts, les trois quarts des meilleurs. Les trois quarts des meilleures joueuses du monde qui sont en même temps, quoi. C'est aussi simple que ça. Elles ont c'est pas fou. blagué, elles ont quasiment pris toutes les meilleures joueuses et c'est fort, quoi. Et puis elles ont pris l'habitude, elles se connaissent, elles ont déjà fait quelques compètes ensemble, parce que c'est rare que les États-Unis envoient des équipes middle dans les tournois. Elles connaissent les adversaires parce elles jouent parfois en Europe, elles jouent parfois en Asie aussi. Donc il y a même pas il y a pas de suspense, ça va être, elles vont rouler sur la compétition, quoi. Et du mot non, alors aussi, je crois que Théo va avoir un match ou deux, mais je sais plus si c'est les matchs à Lille. Je pense que c'est des matchs à Lille, ouais, il y aura sans doute Théo, mais sinon, non, on sera depuis notre canapé cette année. Ouais. J'ai pas le QR code. Ça. On veut Parce que vous êtes sur surtout. Paris Ouais. d'ailleurs, racontez-nous, parce que nous on lit ça enfin moi en tout cas Ouais. de loin, ces histoires de zone grise, de QR code, c'est uniquement pour jusqu'à vendredi ou c'est pendant toute la compétition? Bah, je suis allé à Paris là ces derniers jours. Il y a des zones qui sont. Ouais, les zones, quand tu regardes sur le site, t'as des zones un peu en rouge ou grisé ou machin, mais où j'ai l'impression qu'il faut peut-être quelque chose de. Un truc spécial, mais sinon j'ai pas vu. Mon seul constat, c'est que les billets d'RER et de métro ont augmenté, quoi. Mais Ouais, ah, d'accord. le prix a doublé. Je sais pas si t'as, je sais pas si t'as vu, ça n'a rien à voir, hein, mais il y a une séquence entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo sur le prix Ah des ouais, exceptionnels. incroyable. L'autre qui elles se parlent comme si elles étaient au café. Je veux pas qu'on me Puis dise que la c'est de bonne la Valoche qui merde et fait du machin. Valoche. Ah ouais, avec le petit hochement de tête là comme C'est pas ça. que c'est de la merde. Ah ouais, c'est ça. Et pan. Incroyable. Et bon, hein? Attends, elle regarde son assistant parlementaire. Ouais, Hein? c'est ça. J'ai bien envoyé là. Hein? Ouais. Ah ma Valoche. Oui, Elle me Valérie a dit manquera, Valoche. d'anticiper. Elle a dit d'anticiper pour les billets d'erreur. Donc oui, j'en ai de côté, mais c'est surtout que j'ai pas prévu forcément de me rendre beaucoup dans Paris pendant les JO. Ça va suffisamment être le bazar. Déjà en étant en banlieue relativement proche, il y aura du mouvement, donc ouais. Par contre, quelle belle représentation pour le basket d'avoir trois porte-drapeaux là, de trois nations majeures, enfin Ouais, la Grèce, les États-Unis et l'Allemagne, ce qui est pour la première fois, ouais. c'est quand même génial quoi. J'ai Yanis pour la vraiment hâte de voir Grèce, LeBron pour les États-Unis et Dennis Schroeder pour. Dennis Schroeder. Donc Pouah, c'est LeBron, beau. ça a de la gueule quand même. Ça a Ouais, de la gueule quand même. pour Yanis, l'histoire est belle quand même parce que voilà, famille d'immigrés nigérians, et ils n'ont pas grandi dans le luxe non plus. Le gamin, il vendait des lunettes de soleil à l'arrache dans les rues d'Athènes, et puis il se retrouve juste au moment de sa draft naturalisé grec.
Et là, c'est du porte-drapeau d'un pays historique quand même sur le plan olympique et sportif. Génial. Je trouve ça très beau. Pour LeBron, je le disais ce matin, j'ai vu que ça râlait un peu aux États-Unis. Ouais, il n'y a pas besoin de mettre quelqu'un d'un sport qui est déjà très très médiatisé, très exposé. Et je faisais la comparaison avec la France où on a mis Mélina Robert-Michon, qui est moins connue du grand public que d'autres athlètes, c'est pas Teddy Riner quoi. Et Florent Manodou, c'est une autre approche. Voilà. Mais LeBron, oui, je pense que c'est une vraie fierté pour lui aussi. Il avait visé ça, hein, la candidature et la nomination était dans ce sens-là. Il veut que ce soit CJO, quoi. Quand tu vois la campagne de Nike, d'ailleurs, ça a fait grincer des dents Mm. copain KD, là, fortement. D'ailleurs, KD, on le voit derrière, il est derrière LeBron. Par contre, je pense qu'il est vraiment content pour son pote quand on Mm. lui annonce qu'il est le porte-drapeau, et il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je pense que c'est, honnêtement, hein, je pense que c'est les jeux de Nike aussi, on va pas se mentir. Euh, Ouais. ils ont investi Paris partout, à Beaubourg, récemment avec le District 23, Jordan Brand, donc forcément, ben, j'imagine que Nike, en tant qu'équipementier officiel, comme ça, est-ce qu'ils ont un mot à dire? J'en sais rien, mais ça me paraît pas improbable qu'ils puissent avoir leur mot à dire sur le nom du porte-drapeau. Mais encore une fois, LeBron, c'est pas un scandale, il le Non. mérite. Et ils ont peut-être leur Tel mot à dire point. sur autre chose que les porte-drapeaux, d'ailleurs, ce que souligne Joe Cole. Ce que soulignait à demi-mot Jalen Brown, par exemple. Hein. C'est assez curieux de voir, je crois qu'on en parlait justement ce matin avec Théo dans le CQFR, mais de voir Kawhi Leonard qui fait les 4 premiers entraînements, qui est jugé apte par les Clippers, jugé apte initialement par le stade de Team USA et qui part immédiatement sans avoir joué de match de préparation. Et Kevin Durant, on sait que c'est Kevin Durant, hein, c'est probablement le meilleur joueur de l'histoire de Team USA sur les compétitions internationales, vu le nombre de compètes qu'il a fait et le niveau qu'il a toujours eu. Donc qu'il ait un petit passe droit, ok, mais là c'est-à-dire que là il est annoncé forfait pour le premier match de Team USA, donc c'est-à-dire que il aurait très bien pu être remplacé aussi, mais c'est un athlète Nike et ça a peut-être pu jouer aussi, quoi. Ça aurait peut-être pu jouer aussi, ouais, ouais. Après, est-ce que Kawhi, Marijo Kawhi dégage parce qu'il était New Balance? Ça m'étonnerait, mais Marie Joker. Marijo Kawhi, mais c'est ça, il faudra savoir un jour ce qui s'est passé. Alors le truc, c'est qu'il est tellement particulier qu'on n'a même pas envie de lui poser la question, tout le monde s'en fout. Mais à la limite, même, on a envie de dire, c'est pas grave, on préfère un gars qui a envie d'être là. De toute façon, on l'a vu dès le début quand tu sais, il y avait toutes ces vidéos qui étaient un peu mises en scène, bien sûr, où il y avait la remise des maillots. Je crois que c'est Tyronn Lue qui lui offre son maillot, qui est trop content, Ty Lue, parce que il se retrouve avec son joueur, il est content d'envoyer. Et l'autre qui est là, on dirait qu'on lui a dit, qui se dit, oh putain, je voulais aller à Aqualand et au Cap d'Agde avec Antoine Pinel. Et je me retrouve là, pareil, à me faire chier avec tous ces cons que je vois toute la journée. Enfin, limite, tu vois, je fais un séminaire de boulot, je préfère rester chez moi que d'aller bosser. Ouais, c'est un peu Ouais. relou. Miguel pour Trae Young, c'est très possible, hein, je veux dire, c'est une théorie qui se vaut. Pour Trae Young, moi j'avais entendu dire que quand il avait été sur un des camps d'entraînement de Team USA sur une des compètes précédentes, apparemment il sortait pas trop les mains du short et il s'est pas trop fait violence. Ça n'avait pas forcément plu au staff de Team USA. Donc après, ce sont des rumeurs, hein, c'est des informations qui ne sont pas à 100% sûres et vérifiées, mais on m'avait dit que c'était plus ça qui faisait qu'il n'était pas dans les groupes élargis de Team USA, notamment là pour cette compétition là. Salut patron. Ouais, Théo dans la place. Oui, ce matin je disais que Florent Manodou c'était quelqu'un de pas ultra connu, mais mondialement Florent Manodou n'est pas très connu, je pense. En France on connaît, le nom de famille quand même résonne pas mal. C'est un athlète qui est connu en France, mais sur la scène olympique, je suis moins sûr. C'est pas LeBron James mais bon. Moi je critique absolument pas le choix des porte-drapeaux français, ça me va très bien. Ça m'intéresse pas des masses, soit dit en passant. Il y avait Alexandre Lacazette. Voilà. Voilà, un joueur de l'Olympique lyonnais, un porte-drapeau, non, c'est bon là. Ça aurait été le lobby d'Antoine Pimel, non, ça va. Suffit. Ça, c'est une question qu'on va pouvoir poser. Tu sais,
expliquez-moi les fans de l'Olympique de Marseille, les vrais fans hardcore dont tu fais partie. Absolument. Euh, donc ça peut être acceptable d'avoir fait de la merde dans ta vie perso. Par contre, ce qui n'est absolument pas acceptable, c'est même quand tu avais 12-13 ans, d'avoir joué pour l'Olympique Lyonnais, d'avoir fait 4 matchs avec le maillot du Paris Saint-Germain. Ça, c'est pour les vrais supporters. Malheureusement, alors non, moi ça me concerne pas, on va dire, parce que si tu parles du cas de Greenwood et tout, non, moi ça me concerne pas. Mais par contre, oui, il y a des trucs qui peuvent paraître fous et qui sont. Ouais, regarde Valbuena ce qu'ils lui ont fait alors qu'il a signé à Bien Lyon, sûr, même pas je vous taquine, directement. hein, je plaisante. Voilà, non mais même pas, Plaisante. même pas directement, c'est-à-dire qu'il a fait d'autres clubs et après il est allé à Lyon. Ça a été loin quand même, tu vois. Donc oui, il y a une forme de possessivité qui fait on veut pas les savoir, soit fans dans notre club, soit c'est un peu bon, c'est compliqué. Après les porte-drapeaux, faut dire que sur les dernières compétitions internationales, on n'a pas été super brillant. Donc Ouais. des grands champions, on n'en a pas beaucoup au niveau olympique. Donc c'est difficile de trancher. Mais bon, Florent Malou, ça reste pas aberrant. En plus, c'est Non, il y a lui une médaille, il est qui a fort. débarqué la flamme olympique à Marseille. C'est tout un beau symbole. Par contre, la vraie question, c'est qui va allumer la, la, la vraie flamme. Ça me passionne de savoir. Il y a un mec en Toi, tu vois beach qui? volley. Ah, pour allumer la flamme, je sais Le pas, c'est. dernier relais. Ah, le dernier Dernier relais. relais. Et ça, ouais, donc ça, et c'est censé être. Ouais, bah, je sais pas, ça peut pas être. Donc ça peut être quelqu'un qui l'a déjà porté, du coup, ou pas? Je sais pas, je pense que c'est quelqu'un de symbolique. Je vois pas, je vois pas quelqu'un qui l'a déjà porté. Ouais. Pérec, elle l'a porté déjà, là? Je sais pas. Parce que sinon, c'est pas mal. Mais. Les Je sais gens, pas. les gens veulent Zidane aussi, mais c'est vrai c'est pas un Olympien, quoi. C'est pas un Donc, Olympien, ouais. mais par contre, les deux en même temps, ce serait là, je pense que ce serait un symbole incroyable. Les deux qui montent en même temps, là, un homme, une femme, Ouais. comme ça, qui montent allumés, ce serait bien. C'est Manu Macron qui va l'allumer. Oh putain. Bah, Marie-Jo Pérec, ouais, moi, je sais pas, dans ma tête, je pensais que c'était crédible. Je sais pas du tout si c'est Ah, faisable, ça s'il a l'est, ça déjà. l'est. Ok, Moi, je pense que ça l'est complètement. Oui, oui. très bien. Mais Zidane, ça aurait de la gueule aussi. Ouais. C'est vrai qu'en plus, les gens ont été surpris de ne pas le voir du tout Hmm. là-dedans. Il paraît que Céline Dion est arrivée à Paris aussi. Donc. Oui, et j'ai vu qu'il y avait Lady Gaga aussi, donc attention, concert de ouf. Oui, il y aura Et, aussi. Snoop, et Snoop- et Snoop Dogg qui va porter la flamme en Seine-Saint-Denis. Alors ça, j'ai pas Ça compris va ça. être un relais. J'ai pas compris Voilà. l'idée, mais Ah bon. pourquoi pas, hein. Il était très souvent, il était lié à la France pas mal de fois quand même ces derniers mois, ces dernières années. Il y a un truc, il y a quelque chose là. Ouais. Ouais, mais là, je comprends pas. Lady Gaga qui chanterait La vie en rose. Chier. Ah, le lien de Juno, et c'est ça que je commençais à dire tout à l'heure, j'ai vu cette histoire, c'est totalement fou qu'il soit là, c'est le beach volleyeur néerlandais reconnu coupable d'agression à caractère pédophile en plus, et le mec il va jouer un peu. C'est chaud quand même. Mais bon. Il nous met carrément le lien pour aller voir le truc. Quoi. Philippe Poutou qui aime la flamme olympique. Philippe Poutou, le gangster des débats. Il y a eu une late session tout au début où on était parti en vrille sur Philippe Poutou et il s'était retrouvé. Théo l'avait mis en photo, en illustration du CQFR, donc c'était du CQFR de late session, c'était un très bon souvenir. Ah, bonne nuit Théo, tu restes pas pour le petit quiz sur la draft 2014. On va le lancer maintenant parce qu'il est quand même minuit 7, mine de rien, on parle, mais on va pas se coucher non plus à 2h du matin. Est-ce que tu es prêt et est-ce que vous êtes prêt? Alors si vous étiez là la semaine dernière, vous avez vu le genre de questions que c'était. Donc c'est sur la draft 2014 et je vais Théo, vous devez deviner. Théo, Ouais. Théo nous a dit bonne nuit, excuse-moi, donc je lui souhaite une bonne nuit et n'oublie pas, cher Théo, de réfléchir à ce qu'on a dit pour le dernier Hoop Culture de l'année. On a du taf. Ah oui, vous êtes attendu au tournant. C'est pas facile et j'aimerais bien vous voir brainstormer à chaque fois sur les idées. Pour le Hoop Surtout Culture. on brainstorm pas à deux puisqu'on on sait pas du tout ce qu'on se pose comme question. Mais là, pour la première fois, on monte un consensus sur ce qu'on va à peu près se dire.
puisque allez, on va même vous le teaser maintenant, tiens, parce que c'est pas, Allez, ça va pas être un truc. On vous prépare les Hoop Culture Awards pour la fin de l'année, donc très bon. avec plein de catégories qui vont reprendre un peu les grands thèmes de la saison avec l'actualité de l'année. Donc les Hoop Culture Awards, ce sera dimanche sur la chaîne YouTube Basket Session. Donc voilà, Des heures soyez de présents. taf, des heures de taf dans l'ombre, apparemment, dit Théo. Dont Théo n'a vraiment pas besoin, surtout en ce moment. C'est clair. Très bien. Est-ce que vous Allez, êtes on y va. prêts pour le petit quiz draft 2014? Alors, vous avez, Pierre aussi, tu as le droit d'avoir le. Tu peux aller sur Google et taper draft 2014 et tu as la liste des joueurs. Ça peut t'aider, ça peut te D'accord. donner des idées, parce que rares sont les gens qui connaissent quand même toutes les drafts de tête comme ça. Donc, si tu veux l'avoir sous les yeux pour t'aider, pour t'inspirer, mais à chaque fois, donc je vous fais deviner, je vous dis quel joueur de cette draft 2014 a fait ci ou fait ça, et vous devez essayer de trouver. Il y en a des simples et d'autres beaucoup moins simples, évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt. Level médium, voire difficile. Donc, on commence. Draft 2014. Est-ce que tu as la liste sous les yeux? Je l'ai, ouais. Très bien. Qu'est-ce que je suis nul. Je n'aurais pas dit 5. Non mais là c'est bon, maintenant que tu les as sous les yeux, tu vas en déduire. Après c'est des trucs un peu bio, donc c'est bon. C'est une belle draft, hein, putain, par contre. C'est ça. C'est une draft où il y a Nikola Jokic qui est pris pendant une pub pour Taco Bell. Voilà, c'est une draft historique. Allez, c'est parti. Je vous vois pas dans le chat. Vous êtes prêts, vous êtes concentrés. Est-ce que vous avez tous votre draft 2014 sous les yeux pour puiser un peu l'inspiration? Après, il y a peut-être des génies qui n'ont pas besoin d'avoir la liste sous les yeux, mais allez, je vais commencer. Théo est toujours là, il va peut-être essayer de jouer en même temps. Si tu as la réponse, si tu sais que c'est la bonne réponse, tu t'attends un peu pour que les gens puissent. Private joke de Castellar, Livieux Jean-Charles, c'était la réponse à toutes les questions la semaine dernière. Livieux Jean-Charles. Vous avez vos anti-sèches, c'est parti. Draft 2014. Quel joueur de cette QV 2014 a des origines tongiennes et appartient à l'église mormone de Chicago? Il y a un joueur dans cette draft 2014 qui a des origines tongiennes, donc les Tonga, pays de rugby, et appartient à l'église mormone de Chicago. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Stauskas, Laberry, Spoelstra, non, je ne crois pas. Noah Vonleh, non plus. Je vous aide, c'est un premier tour. C'est même un lottery pick. MJ, ouais. Qui est du côté de sa maman. Aaron Gordon? Ce n'est pas Aaron Gordon. C'est effectivement Miguel qui l'emporte. C'est Jabari Parker, qui est à moitié tongien. Et surtout qui a failli ne pas pouvoir se présenter à la draft parce que les Mormons doivent effectuer des espèces de stages de voyage de 2 ans pour évangéliser autant de personnes que possible. Il a réussi à l'esquiver pour pouvoir aller jouer en NBA. Donc Jabari Parker, deuxième pick de cette draft 2014 par les Milwaukee Bucks. Une carrière un peu triste en NBA à cause des blessures. Mais oui, voilà, c'est ça qui quiche les Mormons en pèlerinage à l'étranger. Vous pouvez en croiser parfois à Paris, dans le métro parisien, il y en a de temps en temps. Voilà. Moi, j'étais dans un avion une fois avec un. Tu sais que Salt Lake City, comme Atlanta, est un énorme nœud aérien aux États-Unis. Toi qui as vécu là-bas, tu le sais. Ouais. Pour avoir fait une escale à Salt Lake City et donc à l'aéroport, c'est des cohortes, des colonies de Mormons qui partent. Les pauvres, ils quittent leur famille pendant 2 ans. Ils vont soit en Amérique du Sud, au bout du monde. Alors, il y en a, ils ont de la chance, ils vont pas très loin. Mais il y en a d'autres qui vont très loin. Et il faut voir le nombre de jeunes qui s'en vont. Ils sont vraiment très jeunes. Ils partent avec leur. Et dès l'avion, dans l'avion, ils évangélisent. Ils arrivent et ils disent est-ce que vous connaissez le livre des Mormons? Et il y en a qui parlent français, donc ils essayent de te refourguer ce truc-là. Il n'y a pas de temps perdu, quoi. Et ouais, Jabari Parker fait toujours partie de cette communauté. J'aurais pu aussi dire que son père était un joueur NBA, Sonny Parker, voilà. Et d'autres informations, peut-être pour un prochain quiz. La comédie musicale de Book of Mormon par les créateurs de South Park est excellente. Ouais, ça a été un carton. L'année où j'y étais, c'était impossible d'avoir des places pour The Book of Mormon. Alors après, ça s'est un peu détendu. Ils ont changé le cast principal, mais ça a été un vrai carton. Au suivant, quel joueur de cette QV
a été imposé par le propriétaire de la franchise qu'il a drafté, alors que la dite franchise avait mis en place une cellule de recrutement hyper pointue qui avait déterminé qu'un autre joueur devait être drafté à sa place. Oh putain, j'ai peut-être une idée, mais je suis pas sûr. Ça va être une bonne franchise de losers. Tu peux tenter. Alors, il y a consensus, hein, je sais pas si tu vois, mais les gens ont trouvé assez rapidement. Bah oui, c'est ça. German Moses, Stauskas, Kikish, Stauskas de tous les côtés. Alors je sais pas si tu avais vu ce segment, cet extrait vidéo qui était sur Grantland à l'époque, je crois. Ils avaient suivi justement ce processus qui était un peu novateur. Ils avaient mis 15 geeks dans une salle avec des analytics à gogo et ils devaient déterminer quel joueur prendre. Et à la fin du truc, au bout des 10 minutes de documentaire, tu vois Vivek Ranadiv qui débarque et qui les regarde, qui fait Stauskas, Stauskas, Stauskas. Et ils prennent Stauskas. Alors visiblement, l'algorithme avait déterminé que c'était plutôt... Alors, non pas que ça aurait fonctionné, mais je crois que c'était Alfred Payton. C'était assez incroyable. Ah ouais, j'ai eu le plaisir d'écrire un article dans le MOOC sur les losers, dans le MOOC numéro 13 sur les Kings. Et chaque draft est une dinguerie, plus énorme l'une que l'autre, quoi. Tout est foireux, Ah oui. tout est raté. C'est ça, Simon, c'est bien. Dans mon souvenir, c'est Alfred Payton. Donc, c'est pas un joueur qui a fait une carrière incroyable non plus en NBA, mais bon, c'était juste la scène du très interventionniste de Vivek qui arrive, puis qui répète 18 fois Stauskas, Stauskas, allez, Stauskas. Avec le GM Pete D'Alessandro à côté qui était un peu déprimé. Bon, voilà, on a taffé pour rien, mais c'est pas grave. Donc Nick Stauskas, 8ème pick par les Sacramento Kings cette année-là. On enchaîne directement avec quel joueur de cette QV 2014 a pour mère une double médaillée d'argent olympique sur 4 x 100 mètres et 4 x 400 mètres? Est-ce que vous connaissez la réponse? Est-ce que Pierre, tu connais la réponse? Est-ce que tu as des soupçons sur quelqu'un? Premier tour aussi? À premier tour, oui, tout à fait. Ce n'est pas Dante Exum, ce n'est pas Shabazz Napier. Noah Vonleh? Ce n'est pas Noah Vonleh. Abitunka qui l'emporte. C'est Andrew Wiggins, dont la maman canadienne en 84 à Los Angeles. Ouais. Son nom de famille c'était Payne, mais après son mariage donc avec Mitchell Wiggins, ancien joueur NBA, qui donc s'appelait Payne Wiggins et qui a en 84 à Los Angeles 4 x 100, 4 x 400 avec le Canada, médaille d'argent. Donc, famille d'athlètes quand même chez les Wiggins. Voilà. Ouais. Une famille de juteux comme on dit. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, dommage qu'il vit juste. C'est quelque chose. On en parlait pas mal au moment de sa draft, que c'était un peu un athlète, possiblement un athlète générationnel. Ça a été un peu plus compliqué que ça, mais finalement la carrière est plus que correcte. Ouais. Donc Andrew Wiggins, first pick par les Cleveland Cavaliers, on s'en souvient. Même s'il n'y a pas joué, fini au Minnesota Timberwolves. Question suivante. Quel joueur de cette QV a les 6e mains les plus larges de l'histoire de la NBA? C'est pas Joel Embiid, ça? C'est pas Joel Embiid. Et la réponse est arrivée très vite. C'est effectivement Noah Vonleh. Bien joué, GU. C'est Noah Vonleh. Et alors, du coup, pour l'anecdote, donc cette draft-là, c'est la seule d'ailleurs que j'ai couverte de toute ma vie. C'est l'année où j'étais à New York, donc c'était dans la foulée. Et Noah Vonleh il a fait partie d'un panel de joueurs qui venaient se faire interviewer, qui avaient chacun leur table. Et à la fin, quand c'était du one-one, tu serres la main du mec que tu viens d'interviewer, c'est fréquent. Et moi, j'ai déjà pas des très très grandes mains. Noah Vonleh, je crois que juste avec les deux bouts de main, il a fermé sa main sur ma main. J'ai jamais vu des mains aussi grandes. C'était totalement flippant. Et effectivement, il a les 6e mains les plus larges de l'histoire de l'NBA. C'est large ou longue? Là, c'est large pour celle-là. Parce qu'en longueur, il est très très bien classé aussi, mais il y a des mecs, il y a pas mal de mecs au-dessus. T'as Boban Marjanovic qui défonce tout le monde aussi bien en longueur qu'en largeur. C'est un cyborg, le gars. Ça fait 3 fois que tu dis Vonleh, jumeau. J'ai pas vu si tu l'avais dit avant, mais oui, c'est bien Noah Vonleh. Qui lui non plus n'a pas. Cette draft-là, il y a quand même des déceptions un peu partout aussi. Mais Noah Vonleh, ouais, qui était 9e pick par les Portland Trail Blazers cette année-là. Question suivante. Quel joueur de cette classe de draft est né avec un bec de lièvre?
Premier tour aussi, hein. Je vous fais pas trop de dingueries. Oh, tu poses des questions. Ah, il y a consensus, ça y est, ça envoie. Effectivement, Joe Cole a été le premier, mais c'est bien Dario Saric. Dario Saric qui a dû se faire opérer quand il était jeune d'un bec de lièvre et qui a toujours une petite cicatrice comme les gens qui doivent se faire opérer des becs de lièvre. Et Dario Saric qui avait été choisi en 12e position par les Philadelphia Sixers, qui avait fait un trade avec Orlando en échange d'Elfrid Payton, enfin du fait de pouvoir drafter Elfrid Payton de rang plus haut. Voilà. Ça juge au physique. Oh, non, c'est une information, hein, c'est pas pour dire Saric a vraiment eu ça. Allez, au suivant. Quel joueur de cette classe de draft, attention, question un peu triste, passé par l'Asvel, est décédé en 2022, tué par balle? On est toujours au premier tour, si ça peut vous aider. Et oui, ça dégaine vite à nouveau. Yabou Frick et Max Atama qui sont allés vite. Adrian Payne, qui était à Michigan State, est drafté par Atlanta, qui a après fait une carrière un peu de journeyman, qui a commencé une carrière de journeyman en Europe. Adrian Payne qui s'est retrouvé dans une histoire, il était avec sa compagne, ils sont allés aider quelqu'un d'autre, et visiblement le mec qui était un peu agité là où ils sont allés aider a dégainé, visiblement apeuré par la stature d'Adrian Payne, c'est ce qu'il a dit à la police après, mais ça n'a pas été retenu comme de la légitime défense. Et malheureusement, Adrian Payne a perdu la vie. Voilà. Et à Lasvel, il a fait une saison en 2019-2020, si je dis pas de bêtises. S'il y a des fans de Lasvel dans les parages. Le Drew Gooden low cost. Ouais. Donc les gars, si vous êtes mal dans la rue et que Noah Vonleh voyez la main qui arrive, lui tirez pas dessus. Ne tirez pas dessus, les gars, ouais. Bah ouais. Il vient vous aider, quoi. C'est que c'est vraiment mais quand même. Un pays où tu vois un mec qui te fait un peu peur, tu lui tires dessus direct. C'est triste, c'est triste, mais c'est totalement réel. Quel joueur? Donc Adrian Payne drafté en 15e pick, comme j'ai dit, par Atlanta. Quel joueur de cette classe de draft 2014 a déjà été contré littéralement par ses propres cheveux? Elfrid Payton, sûrement. Bonne réponse immédiate. Magnifique. Il y a une vidéo que j'avais retrouvée où c'est à l'époque où il avait où il avait les cheveux qui dépassaient comme ça, qui lui arrivaient souvent dans les yeux. Sur le ralenti, tu vois qu'il commence à prendre son tir et puis t'as le bout de mèche comme ça qui défend sur lui, quoi, tout simplement, et qui fait que ça dégaine pas bien et que son tir est dévié. Voilà. Donc, Elfrid Payton surtout, ça devait peser. Ça dread là devait peser 1,5 tonne, quoi. C'est clair. Incroyable. C'est clair. C'était impressionnant. Ah, alors que ça a quitté chez toi, Pierre. Essaye de te retrouver au moins pour la fin de ce quiz quand même. Attendez, j'essaie de voir si Pierre revient parmi nous. C'est la question sur Elfrid Payton. T'es de retour. Tu m'entends bien, Pierre? Ouais, c'est bon, t'es de retour à l'écran. Donc Elfrid Payton qui s'est fait contrer par ses propres cheveux. Ça frise chez tout le monde, donc ça veut dire que c'est peut-être que chez moi aussi il y a un problème. Dites-nous. Ouais, ça frise un peu. On va attendre un petit peu, peut-être que ça va se relancer. Ah, c'est ça. Bah ouais. Ça frise chez tout le monde, donc on va attendre un petit peu. C'est revenu. Vous nous dites hein, si vous nous entendez bien, si on peut continuer et finir ce quiz. F5, la tactique de Furious Cookies. Ils ont fait peur à quelqu'un, on leur a tiré dessus. C'est ça, ils ont été intimidés par nos statures. Et parce qu'on pourrait... C'est vraiment la leçon. Avec nos statures impressionnantes, je pense que tous les deux on pourrait faire un back court tall ball, hein, à mon avis. Je pense que là, toi et moi à côté, Noah Vonleh nous attrapons. C'est clair. C'est sûr. Soulever les deux à côté l'un l'autre. Alors on me dit que ton son a un problème, mais normalement ça va revenir, hein, je pense. Dites-nous juste si... Voix de robot... Oh, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Au pire, vous essayez de décrypter sa réponse s'il répond à la prochaine question. Alors là, c'est une déclaration.
falloir trouver quel joueur ça concerne. Alors, ah non, ça c'est quoi? Ah non, non, pardon, non, c'est une déclaration. C'est une déclaration faite par l'un des joueurs de la draft 2014. Qui a dit, donc, ça va vous paraître un peu fou et je vais vous prendre à revers. Vous savez qu'on a réussi à domestiquer les chiens à un moment dans l'histoire. Eh bien, je pense qu'il existait des gens bien plus grands que nous et que les dinosaures étaient un peu comme leurs animaux de compagnie. Ces gens-là devaient être au moins 3 fois plus grands que les dinosaures. Qui a dit ça dans cette classe? Alors là, c'est pas un premier tour, mais c'est un des joueurs les plus connus de cette classe de draft, finalement. Enfin, c'est un joueur connu parmi ceux qui sont toujours en NBA. Donc, il sous-entendait que, déjà que les hommes et les dinosaures ont vécu en même temps, ce qui est une aberration historique, mais qu'en plus, c'était les animaux de compagnie de ces mecs-là. Voilà. C'est pas un mec très tatoué? C'est un mec très tatoué, effectivement, tu as bien vu. Qui ne l'était pas au début, mais qui était très Ouais. tatoué et qui a récupéré la dernière passe de Kobe Bryant. C'est ça. Voilà l'indice. Voilà, donc non, ce n'est pas Spencer Dinwiddie, ce n'est pas Gilbert Arenas qui dit suffisamment de conneries comme ça pour qu'on ne lui en rajoute pas. Jeremy Grant, non, c'est pas ça. C'est un joueur qui a déjà gagné des trophées individuels en NBA. Et c'est effectivement Janissaire qui a la bonne réponse. Et Ouais, Pierre l'avait. Jordan Clarkson. Jordan Clarkson qui avait dit ça. 46e pick aux Los Angeles Lakers cette année-là. Et quelques années après, qui avait donc fait cette déclaration C'était pendant la vague complotiste, on va dire, avec les platistes et ceux qui pensaient que le voyage sur la Lune était un documentaire réalisé par Kubrick. Jordan Clarkson lui avait dit que les dinosaures étaient des animaux de compagnie d'hommes qui étaient, c'est ça que j'adore le souci du détail de Jordan Clarkson, ces hommes devaient être au moins 3 fois plus grands que nous. Donc c'est l'attaque des titans avant l'heure, voilà. C'est un kardashiste, comme on les aime. Absolument. Certainement, il avait dû bouffer un truc spécial chez les Kardash un week-end. Absolument. Prochaine question, il nous reste 1, 2... Il nous reste 3 joueurs à trouver. Quel joueur de cette QV a été suspendu 3 matchs à la fac pour avoir voulu cogner un spectateur dont il pensait qu'il lui avait dit des paroles racistes? C'est avéré après qu'il l'avait insulté, mais que c'était pas les bons, c'est pas ce qu'il avait entendu. Et il a commencé à vouloir le cogner en plein match et il a été suspendu immédiatement 3 rencontres. Kikish, beaucoup trop chaud pour tout le monde. Kikish qui nous balance la bonne réponse tout de suite. C'est effectivement Marcus Smart. Et à l'époque, on avait mis la vidéo, tout à fait, parce que c'était quand même un joueur qui était attendu très haut et qui a été pris très haut, 7ème pick par les Boston Celtics. Et à Oklahoma State, il avait donc pris à partie un spectateur qui lui avait dit piece of crap, apparemment, d'après l'audio. Il avait entendu tout autre chose et il avait dégoupillé et il avait pris 3 matchs de suspension. Voilà. Marcus Smart. Ouais, c'est pas des poètes dans l'Oklahoma. Hein. Non, c'est clair. C'était tout à fait crédible qu'il y ait un mec qui ait dit ça dans un public et dans des tribunes de l'Oklahoma. Après tout, on peut pas en vouloir à Marcus Smart. Il a d'ailleurs dû en entendre plus d'une, quoi. Et vu qu'après il est allé à Boston, ça l'a pas non plus dépaysé s'il a entendu des trucs un peu bizarres. Bref. Bah oui, il y a cette fameuse histoire où il s'embrouille et il se fait insulter et traiter du fameux N-word à Boston par une nana qui l'insulte, qui le reconnaît pas, qui l'insulte en voiture et qui portait elle-même le maillot d'Asia Thomas, tu vois. Ah ouais. Donc c'est toute l'incongruité de ce pays et de la manière de raisonner. Ça n'a aucun sens. Si t'es un sportif avec beaucoup d'argent, t'es pas comme les autres, tu vois. Ben non. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment il y en a qui sont terribles. Ouais. Et effectivement, on peut imaginer Marcus Smart voir Boston gagner alors qu'il toutes ces années il était là, toutes ces années il a un peu incarné. Il en a souffert, c'est évident. Il en a beaucoup souffert. Il a dit que c'était très difficile. Syndrome Jean-Pierre Papin, un peu, pour refaire une petite comparaison avec le foot, qui part, qui retombe en finale contre l'OM derrière et qui perd avec le Milan AC. Voilà, c'était pour. C'est pas pire que Grant Williams. Hein. Ça, Grant Williams, Grant Williams, c'est pas mal. DeRozan l'avait mal vécu. Bah oui, DeRozan pour Toronto, et c'est sûr. Mais après, c'est son trade qui les fait gagner. Bah oui, c'est ça qui est dur. Ça fait venir Kawhi. Après, c'est un peu ça aussi pour Marcus Smart. Oui. En quelle mesure tu considères que l'apport de Jrue Holiday est déterminant? Kawhi, oui, là, tu sens, tu peux rien dire. Ouais. Tu serais malvenu de dire fais chier, j'aurais dû être là. Non, Non, malheureusement. Et pourtant, c'est mon joueur préféré de DeRozan. Tu sais si je l'adore. Bah oui, c'est ça.
Très bien, Marcus Smart, donc 7ème pick par les Boston Celtics de cette draft 2014. Avant-dernier Très pick bon pick. à trouver, ouais, très bon pick. De quel pick, de quel joueur de cette draft 2014 parle-t-on dans cet extrait d'un article que l'on peut lire sur Basket Session? Attention, je vous le lis, vous le trouverez peut-être avant, hein, mais... L'employé du club spécialement détaché pour remplir de nourriture saine le frigo du garnement trouve chaque semaine les aliments intacts et note de room service effrayante, pleine de livraisons de fast-food. Son péché mignon, des pichets de Shirley Temple, un cocktail sans alcool mais franchement calorique, à base de sirop de grenadine et de Canada Dry. Il vit seul, sans permis de conduire et avec pour seule vraie occupation des parties de FIFA et de Madden jusqu'au bout de la nuit. Lorsque les matchs au programme du League Pass ne l'emballent pas, évidemment. Il se définit alors lui-même comme un vampire. Voilà, ça parle d'un joueur de cette classe de draft 2014. Évidemment, Premier tour aussi. high profile player, ouais, parce que pour qu'il y ait un truc sur lui, c'est un joueur Oui. qui après a réussi à se défaire de cette spirale. Alors je regarde un peu vos réponses. Moi, je pense que c'est Thanasis Antetokounmpo. Ce n'est pas Thanasis Antetokounmpo, ce n'est pas Nikola Jokic, ce n'est pas Julius Randle. Par contre, c'est effectivement bien Joel Embiid. Janissaire, bien joué. Joel Embiid qui... Sérieux? Ben oui, Joel Embiid qui est arrivé blessé, qui savait pas se prendre en main. Ils avaient mis un mec pour le discipliner au niveau de l'hygiène alimentaire et le gars il remplissait un frigo qui était vide une semaine, enfin qui était plein une semaine après. Et le Jojo faisait des descentes au bar de l'hôtel où il était logé pour boire des Shirley Temple et pour manger du fast-food. Et donc c'est ce qui était dit dans l'article. Son régime alimentaire de l'époque explique parfaitement sa prise de poids, environ 130 kg durant son inactivité, pendant sa période de blessure, contre 115 aujourd'hui à son poids de forme, donc quand même 15 kg de différence, c'est pas négligeable à cette taille-là. Et la rechute au pied qui l'a obligé à attendre un an de plus avant de faire ses débuts en NBA. Joel Embiid, 3ème pick par les Philadelphia Sixers. Il a combien en ce moment? Il est 115 là? Je suis pas sûr qu'il soit à 115 moi. Je sais pas, il Je le semble trouve vraiment énorme, quoi. Ouais, je le trouve aussi un peu énorme. Après, il s'est musclé évidemment depuis ses débuts en NBA, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas à son poids de forme là. Je me trompe peut-être. Non, mais je suis d'accord. L'impression visuelle, elle est cata. Ouais. Un peu poussif quoi. Ouais. Dernier pick, il est dur là. C'est niveau level hard, level professionnel. Hein. On va voir ceux qui sont bons. Quel joueur drafté au premier tour, quand même, c'est un bon indice, de cette classe de draft, a claqué un dunk, a coupé le souffle en finale du tournoi NCAA juste avant d'être drafté. Son équipe avait perdu quand même contre UConn, mais personnellement, je l'ai vu en direct. C'est un des plus énormes dunks que j'ai vu dans un match en direct, en fait, je pense. Faudrait que je regarde maintenant, voir si ça a bien vieilli, mais ce dunk poster énormissime d'un joueur, donc, qui a été drafté au premier tour de cette draft. Ce n'est pas Zach LaVine, ça aurait pu être Zach LaVine, évidemment, énorme dunker de cette classe de draft. Ce n'est pas TJ Warren, ce n'est pas... je ne crois pas les noms dans Caboclo, c'était pour la question précédente. Mais c'est quand même un joueur du premier tour, voilà, si je peux vous donner un indice. Ah putain, je crois que c'est Thanasis Antetokounmpo. C'est pas Thanasis Antetokounmpo. Qui est 52e de cette draft. Comme quoi, dès que tu passes la 50e place, apparemment, c'est vraiment... c'est là que tu peux tenter ta chance. Ce n'est quand pas... t'es fils ou frère de... Ce n'est pas Julius Randle, ce n'est pas l'un des grands, je sais pas duquel tu veux parler, Diego, mais je sais pas si c'est Jerry. Il y a un grand dunker dans cette classe. Il y a Aaron Gordon, ça peut être lui. Ça aurait pu être Aaron Gordon, mais c'est pas lui. Il a pas été avec Arizona, il n'a pas été en finale du tournoi NCAA cette année-là. L'adversaire c'était UConn, c'est UConn qui a gagné ce trophée avec Shabazz Napier justement. Mais non, vous avez toujours pas la bonne réponse. C'est un joueur qui n'est plus en NBA, qui a fait un passage éclair les premières saisons et qui a pas du tout rejoué. Ce n'est pas Rodney Hood. C'est James Young. C'est James Young, effectivement. Je sais pas si tu te rappelles de ce joueur. Plutôt prometteur à la fac. Alors, faudrait que je vous retrouve. J'ai pas envie de faire bugger Twitch en essayant de vous mettre un lien. Mais si vous tapez James Young Dunk UConn, vous me direz si ça a bien vieilli ou pas. Je l'ai pas regardé depuis. Mais il y a 10 ans, c'était violent. Ça ne me dit rien du tout. Ouais. Alors depuis, il bourlingue un peu en Europe, James Young, mais ce dunk à vitesse réelle, ultra violent. James Dunk versus UConn, on va voir. Tu me dis moi. Ça c'est en finale du tournoi. Finale du tournoi NCAA et
Ouais, c'est pour ça, comme j'ai un peu triché, comme j'ai vu Kentucky, je me suis dit que c'était Kentucky eux. perd. Kentucky, le Kentucky de Julius Randle, justement. À qui je nous met le lien. Alors dites-moi si c'est surcoté ou Ouais, pas, mais j'avais trouvé ce dunk en live assez violent, surtout en NCAA quand même. ouais, surtout, ouais, Et dans le contexte de la finale, évidemment. ouais, c'est ça. Puis il est pas, ouais, c'est pas, ouais, il est grand quand même, Mm. mais il vole longtemps, quoi. Ouais, En effet, je vous conseille, ouais, il faut aller le regarder. Main gauche, ouais, et puis il y a un babar sur la tête. Non, non, très bon. très bon. C'est quoi la réponse? Il y avait la pub. La réponse, c'était James Young, trouvé par Pierre magistralement. James Young qui avait été drafté par les Boston Celtics, je ne l'ai pas dit, je crois. Boston Celtics avec le 17e pick et qui n'avait pas réussi à percer et qui avait petit à petit disparu, qui était parti ensuite en Europe. Je crois que l'année dernière, il jouait du côté de Varese en Italie. Son nom, moi, j'ai continué de guetter ce joueur en me disant peut-être qu'un jour il y aura quelque chose, mais non, il fera une carrière en Europe, ce qui est très bien, mais pas en NBA a priori. Et je crois qu'il a que 28 ou 29 ans. Hein. Le défenseur ne lui a apparemment pas dit bonjour, dit Miguel. Ça peut expliquer ça. Ça peut expliquer. Voilà pour ce quiz sur la draft 2014. J'essaierai de vous en faire un, de temps en temps comme ça pour tester vos connaissances biographiques sur les joueurs en question. Euh, sur ce, je pense qu'on va gentiment se laisser. Minuit 35, c'est bien assez. Alors, il faut garder de l'énergie pour les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt. Ça commence. La cérémonie est donc vendredi. Les premiers matchs sont samedi. En ce qui nous concerne, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Ou Et alors puis ça commence demain, le foot commence ouais, il y a demain. du foot demain, ouais. Mais, euh, Mm. mais ouais, voilà, on va garder un peu d'énergie. On va vous remercier, malgré les petits soucis techniques, de nous avoir suivis, d'avoir discuté. C'était très sympa. Kiki, pas de problème, je féliciterai Maxime Merci pour son beaucoup. interview. Allez voir l'interview d'Ousmane Dieng. C'est la dernière vidéo en date sur le site. Maxime qui a interviewé Ousmane Dieng, le joueur d'Oklahoma City, qui était dans le groupe élargi de l'équipe de France, mais qui n'y est pas resté et auquel on souhaite une belle carrière, évidemment. Il y a beaucoup de talent et il raconte des choses intéressantes, donc allez-y. Il y a plein de choses sur la chaîne cette semaine. Il y a toujours le podcast de lundi. Vous pouvez voir aussi le dernier numéro de Culture de dimanche dernier. Ça ne bouge pas. En plus, c'est intemporel, c'est ça qui est quand même cool. C'est ce qu'on aime assez chez Rivers, les choses intemporelles. Donc, vous pouvez vous faire une petite salve de Culture n'importe quand. Vous avez donc la preview du lundi sur l'équipe de France. Demain, vous aurez une preview des Bleus aussi, où je serai accompagné d'une invitée pour parler de l'équipe de France. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Et pendant les JO, on ne vous lâche pas. Pierre Armand, merci beaucoup de ta présence ce soir, de m'avoir accompagné. Toujours un plaisir. Bonne soirée à tous, ouais, c'est Et, cool. et on se retrouve très bientôt. Salut à tous! Ciao.